Et c'est parti. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Webiscope sur la RSE, RSO, RTE. Alors nous n'allons pas faire un tour d'écran de tous les participants puisque ça prendrait un peu trop de temps et on n'a qu'une heure. Par contre, je peux d'ores et déjà vous dire que parmi vous, on trouve des agents de développement chargés de mission de différents territoires. Et d'ailleurs, il y en a un qui arrive à l'instant, qu'on va accueillir. On trouve également des consultantes formatrices. Et oui, je pense que ce sont que des femmes consultantes qu'on a aujourd'hui. Et des entrepreneurs et entrepreneuses. Donc c'est chouette d'avoir cette diversité ce matin. Et donc merci à vous d'être là. Alors pourquoi ce thème? Bah, tout simplement parce qu'on en entend beaucoup parler, la RSE et la RSO depuis pas mal de temps maintenant, la RTE depuis plus récemment. Ce sont des thématiques que l'on a pu aborder à la DEFPAT à travers certains programmes de coopération. Et parce que aussi, ce sont des approches puissantes qui permettent de repenser des modèles d'entreprise ou d'organisation sur la base des piliers du développement durable. Et ça nous semblait intéressant, voilà, de partager ça avec vous. Il faut savoir aussi que cette année, nous sommes lancés dans une démarche RSO à la DEFPAT. Et pour celles et ceux qui le connaissent, c'est mon collègue Bruno Serrier qui est référent sur ce sujet. Alors, responsabilité sociale ou sociétale des entreprises ou des organisations, responsabilité territoriale des entreprises. On va essayer d'y voir clair ensemble ce matin. Alors, je suis désolée, il y a des gens qui arrivent encore, donc j'ai des des petits temps de coupure pour les accueillir. On a voulu construire ce webinaire sur la base de témoignages pour avoir une approche concrète de ces concepts. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de diaporama. On essaie de baser ce webinaire sur les échanges. C'est ce qui nous paraissait voilà, le plus intéressant pour aborder ces sujets. Donc on a la chance d'avoir trois témoins qui ont accepté d'enrichir ce Webiscope avec leur retour d'expérience. Alors juste peut-être les personnes qui nous ont rejoints, merci de couper votre micro. Ça nous aiderait d'avoir un confort, pour avoir un confort sonore. Merci beaucoup. Donc je disais, voilà, retour d'expérience de trois témoins que je tiens à remercier chaleureusement. Vos témoignages seront précieux, bien évidemment, aujourd'hui. Nous avons ce matin donc Xavier Fréchinet, qui est directeur général des services de Ouest Aveyron Communauté et qui nous racontera la mise en œuvre d'une démarche RSO au sein de la collectivité. Nous avons également Alban Trémège, qui est animateur Cinéco au pays Cœur d'Hérault et qui vous présentera une démarche d'écologie industrielle et territoriale. Et nous avons aussi Yvan Lorionov, qui est gérant de l'entreprise Énergie Fluide et qui nous parlera de RSE. Enfin, pour faire le lien dans tout ça, nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Séverine Toulis, donc qui est fondatrice de Lisière, qui est aussi consultante formatrice qui fait partie du réseau de la DEFPAT, à qui je vais passer la parole sans plus tarder. Merci Virginie, bonjour à toutes et tous. Merci de m'inviter à ce sujet qui me tient à cœur. Comme le disait Virginie, je suis consultante formatrice en innovation sociale et territoriale. Je suis chez Ozon. Je crois que j'ai des collègues autour de la table. Je vois Sophie, Aude, qui est une CAE. Et donc, je suis dans une démarche de coopération au sein dans mon activité de conseil.
Pourquoi? Alors, j'ai évidemment accepté cette invitation. Peut-être que j'ai été invitée parce que j'ai une approche territoriale. Je suis géographe au départ, ingénieure en aménagement. J'ai beaucoup travaillé sur la question du territoire et du lien au territoire. D'abord en ex-Midi-Pyrénées devenue Occitanie et aussi en Nouvelle-Aquitaine. Donc ça sera mon approche à moi et je me suis beaucoup intéressée à la question du lien entre les entreprises et leur territoire. Par ailleurs, je suis cofondatrice administratrice de Cities Occitanie, qui est une coopérative d'autopartage qui est née à Toulouse, mais qu'on déploie à l'échelle de territoire de l'Occitanie. Et donc, je réfléchis beaucoup ce lien avec ces territoires-là. J'essaierai de vous éclairer, peut-être d'apporter des précisions sur ces concepts qui sont des anagrammes, des acronymes plutôt. Voilà, et je laisse la parole à Xavier. Bonjour à tout le monde. Voilà, ben, merci également donc de l'invitation. Donc moi je suis un petit peu gêné pour parler de notre expérience dans le sens où nous ne sommes quand même pas donc sur un territoire donc labellisé RSO. Hein. Donc nous avons modestement essayé de nous organiser en préfiguration effectivement de l'obtention d'un tel label. Voilà, donc peut-être pour commencer, donc moi je vous propose peut-être parmi certains d'entre vous connaissent notre territoire, mais voilà, je crois important de repréciser le contexte parce que c'est un élément de compréhension qui me paraît important. Donc Ouest Aveyron Communauté, c'est une communauté de communes de 29 communes et 27 000 habitants, donc située dans l'ouest de l'Aveyron, donc et qui déborde sur deux communes sur le département donc du Lot. C'est une communauté de communes donc, qui est née de la fusion de trois anciennes communautés de communes. Donc, je crois que c'est important de préciser ces éléments de contexte parce qu'ils participent aussi à la compréhension de notre ambition. Donc, trois anciennes communautés de communes donc, qui ont fusionné donc, en 2017 et dans un contexte effectivement politique particulièrement tendu. Et voilà, c'était pas, donc, il n'y avait pas d'adhésion particulièrement forte donc, vers cette fusion. Donc un territoire organisé donc, autour d'une centralité assez forte, hein, donc, qui est celle de la commune de Villefranche, donc, qui représente donc, à peu près 13 000 habitants, donc quasiment 50% de la population totale de l'EPCI, et puis deux autres donc, centralités secondaires qui sont celles de Najac-la-Fouillade d'un côté et puis Villeneuve donc, de l'autre côté. Et donc notre territoire donc, est administré par 52 élus. Voilà, donc vous dire au-delà de cette présentation, donc je dirais très très macro, donc dès le début du mandat en 2020, donc le président lui a fait le choix donc de présenter donc et de formaliser un projet politique donc dans le cadre d'un discours de politique générale parce qu'il souhaitait effectivement donc préciser son cap politique et il a fait donc valider en tout cas il a présenté son discours donc en conseil communautaire fin 2020 donc et ce discours a été approuvé donc à l'unanimité. Et dans son discours, donc, qu'il a souhaité organiser dans une perspective effectivement de RSO, il a souhaité donc, voilà, préciser donc, le cadre de sa volonté politique et notamment son discours reposait sur quatre principales actions et ambitions. Le premier, donc, il a pris le parti assez singulier et courageux d'aller un petit peu à contre-courant et de rendre aux maires donc effectivement leur liberté d'action. Et donc, il a décidé de restituer donc aux communes la gestion des équipements dits de proximité, les équipements donc culturels, sportifs, la voirie qui est en cours de discussion. Tout simplement parce que dans la fusion, donc, on avait trois territoires qui avaient des pratiques diamétralement opposées. Certains territoires étaient extrêmement intégrateurs, d'autres pas du tout. Et le troisième était complètement au milieu. Donc, pour trouver un consensus dès le départ, donc c'était quelque chose d'assez compliqué. Donc, le président a pris le parti de restituer les équipements donc, aux communes. Ensuite, la contrepartie donc, de ce choix politique-là a été de doter l'Interco d'une force d'ingénierie assez forte dans beaucoup de domaines. Une ingénierie donc, qui serait au service de l'institution à proprement parler d'Ouest Aveyron Communauté, mais également qui viendrait en soutien donc, aux 29 communes donc, du territoire. Et donc, voilà, donc Ouest Aveyron Communauté, c'est au fil de l'eau, donc fortement structuré donc, pour doter le territoire de cette ingénierie. Ensuite, nous sommes dans l'Aveyron et ce n'est pas pour rien. Donc, la troisième ambition, donc, qui était une pièce importante du discours de politique générale du président, c'était la formalisation donc, très précise donc, des relations financières donc, entre l'Interco et ses communes. Donc,
et avec comment dirais-je, l'adoption d'un pacte fiscal et financier, donc qui régit de façon tout à fait transparente donc, et opposable les relations financières, fiscales que le territoire, donc Ouest Aveyron Communauté, entretient avec ces 29 communes. Donc, avec un règlement de fonds de concours qui, est environ qui dépasse les 3 millions d'euros, donc d'aide que l'Interco donc, alloue à ces communes donc, du territoire pour différents projets donc, dits d'intérêt général. Et la quatrième ambition donc, de ce discours de politique générale, c'était voilà, d'écrire le territoire donc, dans une logique forte de transition écologique et de faire de la transition écologique donc, la matrice de l'ensemble de nos politiques publiques dans une perspective donc, de RSO. Donc le sujet de la responsabilité sociétale a été clairement marqué donc, dans le discours de politique générale. Ce discours de politique générale, je le disais en introduction, donc, a été approuvé à l'unanimité. Et donc, donc, nous nous sommes servis donc, de la RSO un petit peu comme étant une boussole, hein, donc, mais également une méthode de déclinaison de ce projet politique-là. Voilà, juste en 2 mots aussi, après avoir dit tout ça, c'est que le premier élément de contexte, c'est que la RSE a suscité donc un enthousiasme assez fort dès le début, mais je dirais que c'est un concept qui peut-être n'a pas été bien maîtrisé, ou en tout cas qui n'a pas donné à comprendre ou à voir dès le départ les changements qu'allait inviter à faire donc, une telle orientation politique. Donc, je le disais à l'instant, donc on a pris la RSO donc un petit peu comme boussole hein, de l'organisation de notre transformation. Et voilà, comme chacun le sait, donc il y a 7 grands domaines hein, sur la RSO. Donc, et, moi, je vous propose de les reparcourir assez rapidement et pour qu'on puisse prendre un petit temps pour vous partager un petit peu ce que Ouest Aveyron Communauté a essayé de faire sur chacun de ces 7 grands domaines. Bon, au sujet de la gouvernance, qui est un enjeu majeur et de la RSO, nous avons pris le parti, alors c'est un processus qui est très très long et qui est largement perfectible chez nous, mais en tout cas sur lequel on a beaucoup appris et je trouve qu'on s'est amélioré. Donc le sujet de la gouvernance, c'est nous le fait d'avoir pris donc effectivement le parti d'une approche projet dans le pilotage de notre organisation. C'est un sujet qu'on pose d'emblée donc tant dans l'élaboration de nos politiques publiques que des projets. Et donc en même temps qu'on évoque les sujets autour de l'opportunité, de la faisabilité, la question de la gouvernance est traitée dès le départ. Donc c'est un sujet qui a été assez déstabilisant pour les nouveaux élus au début, mais je dirais que maintenant, donc, quand bien même on a toujours des grandes pistes d'amélioration, nous sommes un petit peu acculturés au sujet et que ce sujet devient de moins en moins clivant, en tout cas moins qu'il ne l'était au départ. Ensuite, donc, en ce qui concerne donc, le respect et la protection des droits fondamentaux de l'homme, là, je dirais que au-delà de tous ceux qui sont plus conventionnels, nous nous sommes efforcés, nous, dans le cadre de nos compétences, d'agir donc, et d'investir massivement le sujet du droit à l'alimentation. Donc là, dans le cadre d'un PAT, et je remercie mes collaborateurs, peut-être certains sont ici avec nous aujourd'hui, donc où on a un PAT qui vient d'être labellisé de niveau 2. Et là, nous avons orienté donc effectivement notre réflexion donc au-delà d'études prospectives sur l'agriculture de demain. Donc, nous avons refocus sur l'alimentation locale. Et donc, voilà. Et donc, j'en profite également pour vous adresser une invitation, vu que ce samedi 27 à Villeneuve, on a la 4e édition du Festival Gourmand d'ici. Donc, si certains sont par le coin, dans le coin, n'hésitez pas à venir. Ensuite, sur le droit à la santé, donc voilà, là, on a beaucoup investi dans le cadre du contrat local de santé. Donc, des actions autour de la santé mentale, avec beaucoup de formations donc, en interne et notamment celle des plus jeunes, qui est quelque chose voilà, qui nous préoccupe. Donc, et j'ai une collègue donc, pharmacienne qui gère ces politiques publiques-là et qui fait un boulot assez intéressant aussi. Et puis, bon, voilà, et sur le droit de l'éducation, on s'efforce de dispenser quelques formations, pas suffisamment, mais en tout cas le plus possible auprès d'établissements scolaires. Et donc, on a un petit catalogue donc, des formations qui sont dispensées par Ouest Aveyron Communauté donc, et ses partenaires donc, et qui est diffusé donc, à l'éducation nationale. Ensuite, le troisième point, c'est l'environnement. Donc là, je le disais tout à l'heure en introduction, c'est vraiment là où nous avons investi massivement donc, effectivement notre transformation. Donc, beaucoup de projets, mais je dirais que peut-être le premier d'entre eux, ça a été Ouest Aveyron Communauté s'est beaucoup investi pour accompagner l'émergence d'une SIC.
Donc, elle s'investit dans le cadre de l'émergence, de l'accompagnement, dans le cadre du développement, dans le cadre de la structuration de cette cycle-là, et donc cet Enercoa, et qui devient un véritable partenaire d'Ouest Aveyron Communauté dans la déclinaison de ses politiques publiques donc, en matière d'environnement. Grâce à ce partenaire, donc, nous inaugurons demain donc, la première, donc, le premier projet donc, photovoltaïque en autoconsommation en France, donc le plus grand projet, donc, et avec Enercoa, pardon, nous avons co-construit d'autres partenaires locaux donc, ce projet structurant. En deux mots, c'est un projet dont la production énergétique est revendue donc, aux entreprises du territoire, modulo comment dirais-je, une maîtrise du tarif donc, selon des échéances convenues avec les entreprises. Et c'est un projet donc, qui a été fait par et pour des citoyens à l'échelle locale, donc avec des entreprises. Nous sommes en cours de finalisation également d'un nouveau projet sur une ancienne décharge, donc sur la commune de La Ramière, où là nous avons également un partenariat donc, avec Enercoa et un développeur privé, et naturellement des citoyens. Nous sommes en train également, dans le cadre de l'appui aux communes, de faire émerger un projet, mais qui est terminé, hein, donc, dont le développement est terminé, pardon. Donc, c'est un réseau de chaleur également sur une commune du territoire. Nous avons aussi beaucoup investi le sujet de l'éclairage public. Donc, nous avons accompagné les 28 communes sur les 29 en plan d'extinction donc, et de réduction en tout cas de l'énergie sur le territoire. Et puis, nous avons accompagné également plusieurs dizaines de projets donc, de rénovation énergétique de bâtiments publics. Nous avons enfin aussi au niveau des déchets donc investi le sujet donc de la collecte robotisée, et donc en point d'apport volontaire, c'est-à-dire que voilà, nous n'avons plus de collaborateurs qui portent de charge. C'était voilà, en moyenne c'était 4 tonnes de déchets qui étaient véhiculés tous les jours par des collaborateurs. Donc là maintenant donc tout est robotisé. Voilà un petit peu donc au niveau de l'environnement. Le quatrième point, donc, important au niveau donc, de la RSE, c'est les relations et conditions de travail. Je dirais que c'est peut-être le point central. Nous sommes efforcés, donc, lorsque le président nous a souhaité effectivement prendre la transition écologique comme matrice des politiques publiques, ça a supposé de revoir complètement de fond en comble notre organisation. Et donc, avec un organigramme qui reste à terminer, mais je dirais que nous sommes organisés avec une organisation extrêmement agile et extrêmement transversale, c'est-à-dire que nous avons coupé avec l'approche de silo. Nous avons également investi profondément donc, les outils numériques qui facilitent grandement la transition. Donc, la DSI chez nous représente à peu près 10% de nos effectifs. Voilà. Et donc, nous avons aussi une organisation qui est très petite, hein, parce que nous sommes 70 collaborateurs et nous avons les 3/4 des collaborateurs qui sont en catégorie A et plus marginalement en catégorie B. Voilà, nous avons aussi fait le choix de travailler très, très régulièrement donc avec les représentants du personnel qui sont de véritables piliers, hein, des acteurs forts de la transformation. Voilà, je dirais que parmi les privilèges que nous en avons beaucoup sur Ouest Aveyron Communauté. Nous avons un collectif de représentants du personnel responsables, à l'écoute, voilà, sans concession, qui assument bien leur rôle, mais voilà, qui sont de fidèles, donc, comment dirais-je, accompagnateurs de cette transformation-là. Nous avons également une agilité dans l'organisation du travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pointeuse, il n'y a pas de voilà, on essaie donc de travailler donc effectivement régulièrement tous les 15 jours en revue en direction, réunion de direction ou en codir. Donc voilà, on fait une revue de projet, une revue d'actualité, et donc je dirais que dans le cadre d'une très grande autonomie, on laisse chacun de nos collaborateurs donc s'organiser, mais rendre des comptes à échéances régulières telles que le pilotage des projets l'exige. En ce qui concerne le cinquième sujet, qui est celui de la loyauté des pratiques, donc voilà, je dirais que là-dessus, nous sommes, comme sur l'ensemble des autres piliers, largement perfectibles, mais nous avons fait le choix, effectivement, de formaliser beaucoup de processus, et nous avons un management par processus dans pas mal de directions, notamment au niveau des ressources, où où les processus RH donc, sont transparents et sont formalisés, notamment au niveau du recrutement, voilà, qui reste quelque chose d'assez fort. Et puis également, je l'évoquais tout à l'heure, en termes de loyauté, la transparence sur les relations avec les communes aussi, où le pacte fiscal et financier précise très clairement et en toute transparence donc, les conditions de ce partenariat et également les processus donc, de gouvernance du dispositif. Xavier, 1 minute pour terminer?
Ouais, une Ça minute. ira? Voilà, ça ira très bien. Donc, juste en deux mots, voilà, donc sur la qualité en relation donc, avec les usagers. Donc, voilà, plusieurs sujets. Donc, on a une démarche donc, qualité ISO 9001 qui a été mise en place de l'accompagnement des porteurs de projets. Et également, nous travaillons donc avec l'EHPAD, donc, qui est un service du territoire, donc, dans le cadre de la rénovation énergétique, donc avec un projet labellisé BDO. Et voilà, on a souhaité placer la maîtrise d'usage au cœur de nos projets. Voilà, voilà, en quelques mots, je dirais la RSO pour nous, ça a été une ambition, c'est une exigence parce que dans le quotidien, ça suppose de changer beaucoup de choses. Et puis, c'est également une belle aventure collective. Voilà, en deux mots, l'expérience qui est la nôtre. Merci beaucoup, Xavier. Si vous avez une ou deux questions de clarification sur ce que vient de nous raconter Xavier, n'hésitez pas. On prendra un temps de questions peut-être plus fouillées à la fin du webinaire. Béatrice souhaite prendre la parole. Je t'en prie, Béatrice. Bonjour, je connais un petit peu West Aveyron puisque je les ai accompagnés en ISO 9001, justement. Ma question est la suivante, ce beau projet de RSO, est-ce que, d'abord, sur quel délai, depuis quand vous le faites et est-ce que vous vous êtes donné, vous avez peut-être envie d'une reconnaissance, est-ce que vous vous êtes donné un délai, on va dire, de mise en place de l'ensemble des éléments? Et mon autre question, c'est est-ce que dans vos projets, la RSO, c'est un financement particulier ou non, ça fait partie des financements traditionnels, on va dire, des communautés de communes? Oui, donc deux sujets. Donc, alors, sur comment dirais-je, sur la formalisation, ou en tout cas la labellisation, donc je crois que c'est un projet qu'on portera qu'en prochain, au niveau du prochain mandat, parce que, voilà, pour être tout à fait transparent, c'est un projet politique qui a été porté fortement par le président, mais qui, au regard des transformations qu'il a invitées, ne fait pas consensus d'un point de vue politique, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est mettre le citoyen au corps du processus, la transparence, voilà, donc ça emporte quand même des changements qui sont très, très profonds. Je dirais que sur notre territoire, j'ai le privilège d'avoir une administration qui est complètement au diapason, donc derrière la direction et derrière le président. Et donc ça, c'est un axe fort de transformation. Mais là-dessus, voilà, donc pour répondre à votre question, clairement, je crois que ce sera un sujet du prochain mandat. Ce mandat-là était une phase d'acculturation et pour, je crois, travailler plus sereinement donc à l'avenir. Ensuite, la RSO, oui, ça a un enjeu, en tout cas, dans nos esprits, ça a été un enjeu, c'est un enjeu fort. On le voit sur le financement des projets, hein. On s'aperçoit que voilà, beaucoup d'organismes bancaires donc, ont des crédits à allouer au territoire. Et effectivement, sur le projet que j'évoquais tout à l'heure, là, sur les ombrières, voilà, on a des partenaires financiers qui là viennent nous solliciter, donc avec des conditions effectivement très avantageuses au niveau du financement, hein. Donc, ça, c'est clair que c'est un enjeu qui a été identifié par le territoire comme étant un enjeu stratégique. Merci beaucoup, Xavier. S'il n'y a pas d'autres questions de clarification, on va donner la parole à Alban et on pourra revenir hein, sur le témoignage de Xavier à la fin du webinaire. Alban, à toi l'honneur. Merci à toutes et tous. Donc, moi, je suis Alban Trémège, je suis animateur de la démarche Cineco au Pays Cœur d'Hérault. Rapidement, le Pays Cœur d'Hérault, c'est 3 communautés de communes, 77 communes, environ 80-90 000 habitants. On est entre la métropole de Montpellier et le Larzac, pour le situer. Donc, un territoire très hétéroclite de ce point de vue-là. Donc, moi, je suis sur une mission d'écologie industrielle territoriale. Donc, juste rapidement, je sais, connaissant pas les personnes présentes, c'est un des piliers de l'économie circulaire. C'est une des démarches qui permet de travailler autour d'un vrai développement territorial. C'est une démarche qui, chez nous, a été initiée et lancée par le syndicat Centre-Hérault, qui est le deuxième syndicat du territoire, parce qu'il y a le 3 Comcom, nous, le Pays Cœur d'Hérault, on a un syndicat de développement local et il y a le syndicat de gestion des déchets. Donc, c'est le syndicat de gestion des déchets qui a lancé cette dynamique autour d'une zone d'activité, à la manière assez classique d'une démarche d'écologie industrielle territoriale, finalement. Et en lançant cette expérimentation autour d'une zone, évidemment, ils avaient eu des résultats assez rapides autour de la gestion des déchets, mais ils se sont aussi rendus compte que sur la démarche de UT, il y avait beaucoup de développement économique. En tout cas, quand on était en interaction avec les entreprises, ben, de suite, on parle de DevEco.
Et eux, de par leur champ de compétences de gestion des déchets, c'était un peu hors champ, justement. Et avec l'appui des 3 communautés de communes qui ont, eux, la compétence économie, il a été décidé et proposé de transférer cette mission au pays, parce qu'il y a un pôle économique qui est assez ancien sur le territoire, et parce que une histoire d'échelle de ne pas travailler ça juste pour une communauté de communes, mais pour certains flux, il faut travailler à grande échelle pour le l'EIT. Donc la grande échelle administrative de chez nous, c'est le pays, donc ça a été transféré au pays comme ça. Moi, je suis arrivé en poste il y a un an sur un financement de l'ADEME. C'est des financements qui sont des AMI, hein, sur porter des démarches de d'EIT sur les territoires. Donc cette mission était initialement portée par les 3 Comcom, le syndicat Centre-Euro, mais surtout par le prisme donc du DEVECO. À mon arrivée, on a rapidement souhaité l'ouvrir aux agents et aux services développement durable du territoire. Donc que ce soit les 3 communautés de communes, le syndicat Centre-Euro qui est un service développement durable interne. Donc on a un peu ouvert et l'idée était de commencer à travailler en transversalité. Dès qu'on a lancé la démarche, on a donné l'intention que ce ne serait pas une démarche de plus, parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées sur les territoires. Et là, l'idée était que ce projet d'EIT, que l'on nomme plus globalement et facilement économie circulaire, parce qu'on y donne cette approche-là clairement, on l'a directement ouvert aux autres piliers de l'économie circulaire. On a dit qu'il viendrait se mettre dans les interstices des outils de planification existants. Donc, il viendrait dans les interstices et en complémentarité de ce que le plan climat, le SCOT, la charte forestière, le PLPDMA, donc le plan de prévention des déchets ménagers porté par le syndicat Centre-Euro, pouvaient tous contribuer et apportent à leur niveau sur l'économie circulaire. Donc, l'idée de la démarche était de venir combler un peu les creux là-dedans. Donc, on travaille vraiment dans cet ordre-là. Et pour travailler aussi dans ce schéma-là, évidemment, on travaille, nous, un des objets, c'est la transversalité entre les collectivités et les services, mais aussi et surtout, parce qu'on fait du DevEco et on est là pour ça, on travaille avec les entreprises du territoire. Et donc, on a mis en place toute une série d'ateliers qu'on essaye le plus adapté possible aux entreprises. On a dû accueillir une centaine d'entreprises sur ce premier semestre 2025. Voilà, on ressort toute une série de sujets avec eux. Et pour être en lien avec le sujet d'aujourd'hui du développement territorial, nous, ce qu'on identifie, ce que l'on cherche à avoir, c'est que la démarche d'économie circulaire soit le plus impactante possible sur le territoire. Donc, ce soit d'un point de vue économique, bien sûr, auprès des entreprises, où on va travailler autour de la performance des entreprises, où on part du principe que la transition écologique est un levier de performance. Ça, clairement, c'est un des axes stratégiques que l'on a avec eux. Voilà là-dessus. Qu'est-ce qu'on essaye de faire encore? Donc, du coup, et derrière, donc, sur l'impact aussi social aussi et environnemental. Donc, sur l'impact environnemental, on essaye aussi de voir quels sont les impacts économiques, que les impacts des activités sur l'économie du territoire. Donc ça, on met tout ce travail en lien. Et de fait que nous, dans nos pratiques, les activités des collectivités, on essaie de limiter l'impact des collectivités sur l'environnement avec le plan climat, etc. On essaie de l'objectif sera de mettre en lien les résultats des entreprises. Évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà engagées dans ces démarches-là sur le territoire, notamment par le biais de la RSE. Et l'idée, c'est d'aller chercher avec elles leurs indicateurs et les champs sur lesquels elles travaillent, elles agissent, elles interviennent. Et le but sera, à moyen terme, de pouvoir mettre en lien les résultats des collectivités et les résultats de ces entreprises-là pour identifier en commun la transition du territoire, enfin, pour mesurer le niveau de transition que le territoire a, et quel que soit l'acteur qui porte. Ça peut être une collectivité ou une entreprise. Ok. Et en parlant de RSE, Alban, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce qui a été mis en place il y a quelques années maintenant au Pays Cœur d'Hérault? Alors, le Pays Cœur, la mission a été aussi transférée au Pays Cœur d'Hérault parce qu'il y a une vraie histoire sur le développement économique. Et le Pays Cœur d'Hérault, et ça, Yvan, il reviendra beaucoup plus facilement, moi étant là que depuis un an.
il y a un club d'entreprise qui existe sur le territoire. Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a un en particulier qui vraiment, c'est une association qui est portée par des entrepreneurs, le président d'entrepreneurs, etc., etc. Et sa particularité, c'est qu'il est animé par ma responsable, Annick Ferry, qui est responsable du pôle économique au Pays Cœur d'Hérault. Donc, c'est elle qui vient animer un petit peu cet espace-là. Donc, il y a un lien très direct entre puissance publique quelque part et entreprise. Et il y a quelques années, il y a quelques temps, une idée autour de la RSE avait émergé. Il y avait eu un accompagnement un peu collectif qui s'était enclenché autour de ce sujet-là auprès de membres de ce club d'entreprise, peut-être d'autres membres, honnêtement, je ne le sais pas. Donc, il y avait cette démarche-là qui avait enclenché déjà pas mal de sujets. Et c'est pour ça aussi que la démarche d'écologie industrielle territoriale et d'économie circulaire peut aussi facilement émerger, parce qu'il y a des entreprises du territoire qui avaient déjà cette logique-là en tête et dans leur modèle économique. Merci Alban. Alors, si vous voulez bien, on peut enchaîner tout de suite avec le témoignage d'Yvan et on pourra ensuite passer aux questions, si vous voulez bien. Donc, Yvan, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc nous, on est une entreprise d'une quinzaine de personnes qui travaillent sur plomberie, chauffage et beaucoup sur les énergies renouvelables, la performance énergétique des bâtiments, beaucoup en rénovation et en neuf. Et on est installé dans la vallée de l'Hérault depuis 18 ans. On est membre du club des entreprises du Cœur d'Hérault, donc qui est animé depuis très longtemps par Annick Ferry, en effet. Et qui, depuis, je crois, 2009 ou 2010, quelque chose comme ça, on avait déjà démarré un atelier développement durable. Donc, au sein du club, on est une vingtaine d'entreprises. Tout le monde n'était pas dans la démarche, même si tout le monde a accompagné un peu et assisté. Mais il y a des entreprises unipersonnelles, donc qui ne sont pas forcément dans la même problématique que nous. Et donc là, récemment, depuis 2 ans, 3 ans, développement durable est devenu plus RSE, avec beaucoup d'accompagnement de différents acteurs, qui soient du Pays Cœur d'Hérault, qui soient aussi je pense que c'est la Directe, mais ça change tout le temps de nom. Différents acteurs qui sont locaux ou nationaux, ou les antennes locales d'organisations nationales, qui financent des formations, qui financent des audits, etc. Donc, nous, ça nous a permis de structurer la démarche. De par notre secteur d'activité, on est déjà dans la transition écologique, puisqu'on est très tourné sur des matériels performants, des bilans thermiques, travailler avec l'ANA, il y a un guichet unique Rénovissime dans les Cœurs d'Hérault, enfin dans la vallée de l'Hérault, les différents acteurs. Donc on est déjà bien par notre offre positionné là-dessus, et il fallait aussi qu'on soit aligné en interne et que les salariés trouvent du sens, qu'il y ait une conjonction entre ce qu'on fait chez les clients et ce qu'on fait chez nous. Donc ça a dérivé sur évidemment une logique RSE, transition éco sur nos bâtiments, parce qu'ils sont très performants, on va dire, en production d'énergie, en isolation, en énergie renouvelable, mais évidemment aussi sur l'aspect social, sur tout ce qui est, on va pas parler de démocratie interne parce qu'une entreprise n'a pas à être forcément démocratique, mais tous les processus de décision, de communication, la mise en œuvre au minimum de la conformité, par exemple, on a passé une certaine taille, donc on a mis en place le CSE de manière volontaire, parce qu'on peut aussi l'éviter en s'arrangeant qu'il n'y ait pas de candidat, hein, on connaît le truc. On a fait pas mal de choses au niveau CE interne, on a fait pas mal de choses aussi sur des petits gestes qui font le lien avec ce qu'on demande en chantier. Par exemple, le tri, c'est quelque chose qui est historique, qui est imposé dans le bâtiment. Mais ça va être aussi le tri en interne des déchets internes. On se base sur les cups de café, par exemple. Des trucs tout simples, mais qui infusent au fur et à mesure et qui donnent du sens à l'ensemble de la démarche. On est parti dans une approche aussi de numérisation
pour réduire le papier, parce que traditionnellement, le monde du bâtiment, il est un peu conservateur, donc il travaillait, moi quand j'ai commencé en 2006, il travaillait au fax pendant longtemps. Donc on est passé au minimum au numérique, mais on imprime le numérique, ça c'est un vieux réflexe. Donc c'est aussi des changements d'habitude au niveau des bureaux, de numériser les archives quand on a déménagé, on en a profité pour faire ça. Alors ça a un certain coût hein, de numériser des archives en ressources, éventuellement en prestations, etc., en architecture informatique. Ça veut dire aussi qu'on s'est doté de nouveaux processus et outils informatiques pour les équipes techniques, notamment dans le cadre des missions de maintenance de systèmes, d'entretien, de chaudières, de tout ce que vous voulez. Les gens chez nous ne travaillent plus avec du papier, des bons papiers, etc. On a investi là-dedans. Donc, on a beaucoup avancé. La prochaine étape, ça va être de finaliser certaines actions comme la numérisation, qui n'est pas encore complètement aboutie parce que c'est un travail de longue haleine. C'est aussi de, entre guillemets, même si le terme est un peu galvaudé, verdir la flotte, puisqu'on travaille sur du véhicule, des camions au diesel, hein, et qu'on analyse grâce à des outils de géolocalisation qui nous sortent des bilans d'électrification possibles. Et on se rend compte que pour pas mal de nos missions, on peut passer à l'électrique. Après, la problématique, c'est le financement, le coût, etc. Donc, il y a des actions qui sont en cours et actuellement, on est accompagné. Alors, je crois que c'est la Direct qui a lancé ça, en parallèle avec d'autres actions qu'on mène avec la CCVH, enfin le DEVECO. L'objectif maintenant, c'est d'obtenir une certification pour pouvoir matérialiser un peu toutes nos avancées de manière assez simple, même si derrière, on a un développé d'actions qu'on peut présenter, une synthèse, mais rien ne vaut un label. Donc, on a choisi un label qui est un peu inspiré de l'ISO. On était parti sur un autre label qui était Lucie. On a fait nos premières analyses là-dessus, notre premier positionnement, mais là, on va switcher sur quelque chose qui est un peu plus visible, peut-être. Voilà. Donc ça marche bien parce qu'on sent qu'en interne, ça a un bon impact. On a très peu de turnover et on a une très bonne ambiance à l'intérieur des équipes et on sent que comme on est assez cohérent, le message passe bien. On a même des relais, que ce soit dans les équipes tertiaires au bureau, mais aussi dans les équipes techniques, avec des jeunes qui sont ouverts et certains plus expérimentés qui sont même moteurs, qu'on a associés dans la démarche pour que la démarche RSE, elle vienne pas que des bureaux, mais qu'elle soit aussi représentée et animée au niveau des camions de chantier, enfin des équipes chantier. Donc voilà, ça c'est le côté positif et je pense que tout le monde le ressent favorablement. En plus, on le fait de manière assez souple et sans trop de contraintes. Donc, on va à notre rythme, on ne va pas forcément très vite, mais c'est la meilleure façon pour constater des petites avancées à chaque fois. Et les points qui restent un peu en suspens, sur lesquels on a un peu aussi des frustrations, on parle beaucoup de l'accompagnement de la CCVH qui est réel, avec beaucoup d'implication de nos interlocuteurs, des démarches qui sont accompagnées pour monter le projet RSE. Par contre, en aval, nous, on a aussi vocation à travailler sur le territoire. On travaille exclusivement sur le territoire. On travaille sur un bilan carbone de nos interventions en chantier pour délimiter un secteur géographique qui soit cohérent aussi avec cette orientation. Par contre, on constate que tout à l'heure, Alban a parlé de la gestion des déchets, c'est un gros point noir parce que au niveau des entreprises, absolument rien n'est fait, rien n'est proposé. Ça s'est même empiré depuis des années dans le coin. Et malgré toutes nos demandes, les déchetteries ferment les unes après les autres. Celles qui restent sont dédiées aux particuliers et les entreprises n'y ont pas droit de cité. Donc, il faut aller à 15 km ou 20 km pour aller à la déchetterie centrale, avec des horaires qui ne sont pas du tout compatibles avec les horaires des entreprises privées, avec en plus des interlocuteurs qui ne sont pas franchement forcément accueillants et bienveillants. Donc ça, c'est un gros point d'or parce qu'on ne peut pas parler de tous ces aspects si on ne traite pas la gestion des déchets des entreprises.
Et le deuxième volet où je suis aussi un peu frustré, c'est dans les appels d'offres des marchés publics. C'est pas, là, je parle pas que de la vallée de l'Hérault. Quand bien même on sait qu'au sein des services, la démarche est acceptée, accompagnée, tout ce que vous voulez, mais la matérialisation dans les appels d'offres, il n'y a rien, en fait. Quand on regarde ce qu'on appelle les DCE, les dossiers de consultation des entreprises, les CCAP, les CCTP, le seul truc qui peut se rapprocher d'une démarche RSE, c'est qu'est-ce que vous avez prévu sur la sécurité de chantier et qu'est-ce que vous avez prévu pour la gestion des déchets de chantier. Mais ça veut dire que le maître d'ouvrage, que ce soit un élu ou un technicien, il n'en a rien à cirer de la démarche RSE globale et de la valeur que peut mettre l'entreprise dans une bonne gestion qui garantit la pérennité de nos services, de notre implantation et du SAV éventuel. C'est une boucle très longue. Ils n'ont juste pas envie qu'il y ait un problème sur leur chantier. Mais il n'y a aucune prise en compte dans le cadre de réponse, par exemple, pour qu'on puisse mettre en valeur ce qu'on fait à long terme et qui peut aussi différencier et qui peut aussi pondérer des écarts de prix entre des entreprises concurrentes qui peuvent venir de plus loin déjà, sans prendre trop en considération le bilan carbone de l'opération, avec des prix sensiblement inférieurs parce qu'ils ont moins investi sur des structures, ils ont moins passé de temps à remettre en place des process, ils font à l'économie. Et ça, on ne peut pas le mettre en valeur. Et c'est assez décourageant parce que nous, systématiquement, dans les réponses, on présente des éléments qui sont factuels sur l'organisation, sur les procédures, et on sait que c'est pas valorisé. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu décourageant. On peut aussi faire le parallèle, mais ça c'est pas lié donc aux acteurs locaux, hein. Les banques sont censées aussi valoriser les actions RSE des entreprises. Alors ça doit marcher pour les grosses, mais pour les petites, il n'y a rien, il n'y a pas de barème, il n'y a rien. Normalement, en théorie, on devrait pouvoir accéder à des financements et avec des conditions un peu plus favorables pour compenser les efforts qu'on fait pour un investissement, une rentabilité, on va dire, à long terme, plutôt que chercher le court terme. Nos interlocuteurs bancaires n'ont même pas de barème, d'instruction, etc. On sait que ça existe en théorie, voilà. Donc le sujet, c'est pour l'instant, nous, la RSE, ça nous sert beaucoup en interne. Alors voilà, on en est content. Mais normalement, la logique voudrait que ça serve aussi en externe, que ça fasse la différence. Et pour moi, ça fait quand même 15 ans qu'on bosse sur le sujet. Globalement, le bilan sur ce volet-là est globalement négatif. Donc, c'est pas définitif, hein, si je le dis là, c'est pour que, comme je sais qu'il y a des gens qui peuvent être dans ces situations de responsabilité, eh ben, que ça infuse un peu en se disant, est-ce qu'on pourrait pas mieux prendre en compte ces aspects-là dans le cadre des appels d'offres? Parce qu'en théorie, c'est ce qui doit être fait, c'est ce qui est annoncé. Dans la pratique, c'est pas du tout fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci Yvan pour ce témoignage très parlant. Merci, c'était très chouette. Séverine, je te laisse peut-être la parole pour essayer d'articuler tout ça avant qu'on puisse passer au temps de questions-réponses. Oui, merci. Ouais, 3 témoignages très intéressants et très complémentaires. D'abord, une démarche RSO du côté d'Ouest Aveyron portée. Moi, ce que j'ai entendu, il y a un gros portage politique, hein, qui est une condition importante. Et ça, c'est à souligner quand même parce que c'est une condition. C'est peut-être même la condition. Donc la RSO, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, hein, mais c'est une démarche RSE portée pour des organisations publiques, associatives. Donc là, c'est une collectivité qui s'en saisit. Et ce que moi j'ai entendu de très intéressant, c'est à la fois des démarches de responsabilité sociale et environnementale dans les politiques publiques, hein, et sur plusieurs secteurs, notamment l'alimentation et l'énergie avec la participation INSIC. On aurait du temps, on pourrait évoquer cette question de la SIC sur les territoires aujourd'hui qui monte et qui permet justement des rencontres entre acteurs publics, privés et citoyens. Je crois beaucoup à ce dispositif. Et puis aussi, vous l'avez dit Xavier, en termes d'organisation interne, sur les conditions de travail. Et je reste assez persuadée, moi, qu'il n'y aura pas de transformation territoriale, d'innovation sociale territoriale sans transformation en interne des collectivités locales, notamment, pas que, mais on parlera des entreprises.
Donc ça, c'est un premier point sur la RSO. Ce que j'ai entendu du côté du cœur, dans le sud du Cœur Hérault, pardon, du pays du Cœur Hérault, c'est ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le point de départ qui est un syndicat de déchets et qui se saisit d'une opportunité de développement économique pour mettre en œuvre toute une dynamique autour du traitement des déchets ou de la prévention des déchets. Et ce club d'entreprise qui est animé par le territoire. Et là, on a une rencontre acteurs publics, acteurs privés. Et là, ça me fait faire un lien avec la question de la RTE. Donc, pour essayer d'éclairer ce qu'est la RTE, en tout cas, moi, ce que j'en ai compris depuis que je m'y penche, parce que ça m'a beaucoup interpellée. La RTE, ça naît, ça apparaît en 2018 et ça fait un peu un écho à ce que disait Yvan. En 2018, de la part d'entreprises qui sont engagées dans des démarches de RSE et qui se disent, mais quel est notre lien avec le territoire? Et donc, ça va être le point de départ de réflexion, sachant qu'une entreprise, elle peut être reconnue dans ses démarches RSE tout en étant complètement hors sol sur son territoire ou complètement, même certaines, on parle d'extractivisme, voilà. Donc, c'est cette question du lien au territoire qui a été posée et quand on réfléchit à cette question du territoire à partir des entreprises, ce qui est observé aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une dynamique il y a des dynamiques qui naissent sur les territoires à partir, alors quand je dis de territoire, c'est un territoire physique, administratif, pas que, hein, des fois, le territoire dépasse ce territoire administratif. Mais c'est comment une entreprise va rencontrer, va s'engager dans sa stratégie, dans ses objectifs autour du bien commun de son territoire. Et pour servir presque plus la question les enjeux d'habitabilité que de l'attractivité. Et ça, j'ai envie de le partager, c'est-à-dire que pour moi, il y a des enjeux aujourd'hui qui ne sont plus du tout l'attractivité des territoires. Et je peux me faire des ennemis là-dessus, mais je crois que l'enjeu aujourd'hui, là où on en est dans cette situation actuelle socio-économique, environnementale, c'est la question de la préservation des ressources matérielles et de l'habitabilité, qui sont les conditions de vie, de convivialité sur un territoire. Et donc, c'est cette démarche-là qui est en train de naître sur des territoires, beaucoup en Nouvelle-Aquitaine, parce que la région porte la démarche. Comment on met autour de la table des entreprises, des acteurs de l'ESS et des collectivités pour coopérer et répondre aux enjeux des conditions de vie sur un territoire. Voilà, j'ai essayé d'être un peu courte. C'est ce qui distingue en fait la RTE, on peut la distinguer de la RSO et de la RSO. En fait, c'est le lien entre une RSO et une RTE. Merci beaucoup Séverine pour cet éclairage. Donc il nous reste quelques minutes qu'on va essayer d'utiliser à bon escient pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à vous manifester si vous en avez. On aurait une question donc PETR Gévaudan-Lozère pour Pays Cœur d'Hérault. Bonjour, je suis Lydie Rocher, chef de projet SCOT et urbanisme au sein du PETR du Pays du Gévaudan-Lozère. Donc nous, c'est un territoire de 4 communautés de communes, 64 communes. Et donc, on est en cours d'élaboration du schéma de cohérence. Donc, du coup, les propos de l'intervenant du Pays Cœur d'Hérault fait un petit peu résonance, puisque vous vous indiquiez, vous intégrez au travers des différents documents de planif. Est-ce que justement, quels impacts ça a eu sur votre schéma de cohérence territoriale ou éventuellement sur des réflexions sur l'aménagement des zones d'activité? Et puis, est-ce qu'il y a eu des partenariats publics-privés? Et si c'est le cas, comment les choses se sont organisées? Voilà, merci. Pour essayer de vous répondre, et on peut en échanger en dehors de ce Webiscope aussi, nous, la démarche, elle est en cours de lancement et de création, ça fait un an qu'on y est. Le SCOT, il était préexistant à ce que on est en train de construire là. Donc, on n'a pas un impact immédiat, évidemment, sur le SCOT.
Ce que je peux vous dire, c'est que dans la démarche de construction, on doit réévaluer le SCOT et le plan climat à peu près à la même période, c'est-à-dire d'ici 2 ans, je crois. Et sur le futur SCOT, on fera un SCOT valant plan climat. L'idée, c'est de pouvoir fusionner ces deux outils de planification-là. On se rend compte qu'ils sont vraiment intrinsèquement liés. Donc ça, c'est une première chose. Et pour nous, en tout cas, c'est la façon dont nous on le voit et des tours d'horizon que l'on a pu faire avant de tendre vers là. On se rend compte que les projets d'économie circulaire, donc il y avait une vraie partie d'Aveco, mais sur la partie impact environnemental, finalement, l'économie circulaire vient s'insérer dans le plan climat. Donc ça va plus être autant une complémentarité et une sous-partie du plan climat. Donc du squat valant plan climat. Vous voyez l'imbriquement un petit peu de tout ça. En tout cas, quand le plan climat a été conçu à l'époque, il y avait déjà des objectifs autour de l'économie sociale et solidaire. Et là, ce que l'on identifie, c'est qu'avec le développement de l'économie circulaire, oui, les acteurs de l'ESS sont des acteurs, mais pas les seuls. Et d'autres entreprises comme Yvan a très bien pu être un très bon témoin, les entreprises conventionnelles euh, sont aussi deux acteurs, voire de gros acteurs de la transition écologique. Il n'y a pas que les acteurs de l'ESS. C'est ce que nous, on identifie vraiment dans cette démarche d'économie circulaire. Quel que soit l'acteur, en fait, je crois que c'est lié à la raison d'être de l'entreprise et au portage de la structure. Ça peut être une gouvernance associative comme un chef d'entreprise qui incarne et qui porte certaines valeurs, soit du territoire, soit environnementales. Voilà, le statut juridique importe peu. Donc, j'essaie de vous répondre à peu près, hein. Et dans le public-privé, ben, on est dans la construction. Donc, si on a concerté pendant 6 mois, si on a ouvert des ateliers avec les entreprises du territoire, le but était de construire une. Alors, on ne va pas parler de gouvernance, parce qu'on est le pays cœur d'héros et qu'on est un pays, qu'il y a le comité syndical qui incarne la gouvernance. Mais en tout cas, on est en train de construire un comité de pilotage, économie circulaire du territoire, qui se compose, nous, en interne, des commissions économie et aménagement, qui se composera demain du syndicat Centrero qui intègre le comité de pilotage, ce qui n'était pas le cas. Et donc, là, en gros, il y a une espèce de 3 collèges, si on peut dire ça comme ça. Et le troisième collège, c'est la partie privée, où les chambres consulaires, CMA et CCI ont déjà leur place. La Chambre de l'agriculture, on l'espère demain, et des entreprises qui souhaitent y participer aussi. Donc, collégialement, on formalise un comité de pilotage économie circulaire. Et si décision doit avoir lieu, elles ont lieu dans les instances qui sont là pour ça, donc c'est-à-dire les comités syndicaux, nous du Pays Cœur d'Hérault et du syndicat Centrero. Donc nous pour la partie d'Eveco aménagement du territoire et le syndicat de Centrero pour la partie gestion de déchets. Donc chacun dans son champ de compétences vient valider ou invalider les propositions du comité de pilotage. Merci Alban. Merci. Est-ce que d'autres questions? Béatrice, je vois que Béatrice lève la main. Pardon, j'ai remis le micro. J'ai une question pour le pays de l'Hérault. Vous avez parlé d'économie circulaire et je voulais savoir, sûrement peut-être avec les clubs des entreprises ou les entreprises de votre territoire, je voulais savoir si vous aviez travaillé ou vous pensez travailler sur des axes de l'économie circulaire concernant les entreprises. Je dirais que la question est vaste. Sur les différents piliers, on le travaille en transversalité, je vais dire comme ça. C'est pas une réponse de Gascon, mais il y a toute une partie d'Aveco autour d'accompagnement s'ils le veulent ou pas, après on est vraiment dans l'accompagnement, hein. Nous on propose des nouveaux formats de modèles économiques, en tout cas émergents. On va parler de l'économie de la fonctionnalité, on va parler de l'éco-conception, on va parler de ce genre de sujet-là, où on aborde différemment la façon dont on pilote et on gère son entreprise. Donc on peut, par petites touches, commencer à faire évoluer la boîte comme ça. Après, là où on va travailler aussi, c'est sur ce qu'on appelle dans l'écologie industrielle et territoriale les synergies de substitution, vraiment, où là, on va travailler sur
le réemploi et la valorisation de matières qui sont issues du territoire et les réintégrer dans le process d'une boîte voisine. Voilà, l'intérêt, il est aussi là. Mais pour faire simple, c'est ce qu'on se dit, mais j'aime pas cette formulation, mais elle est parlante, le déchet de l'un devient la matière première de l'autre. La difficulté, c'est que ça fonctionne sur un territoire où on a beaucoup d'entreprises de production. Et nous, on a moins de production que sur d'autres territoires, clairement. Et ça, pour répondre aussi avec la première question, les zones d'activité, nous, elles sont déjà existantes, on en a 19. Les boîtes sont déjà en place. Donc, penser à un aménagement de zones d'activité qui permettent de l'une être en lien direct avec l'autre. Il y a des super exemples qui existent là-dessus. On installe une boîte qui va recycler du carton et on installe à côté d'une boîte qui, elle, a beaucoup de déchets de carton. Voilà, ça, on est dans le Graal. Mais pour en arriver là, il faut avoir pensé en amont la mise en place des zones d'activité. Et c'est dans le cahier des charges de la mise en place de la zone d'activité. Et c'est souvent un peu. Nous, on arrive trop tard, presque, je dirais là-dessus. Et auquel cas, on essaye de le réfléchir à l'échelle, à grande échelle. Mais ça, on va avoir de suite des problématiques de logistique qui vont se mettre en plein milieu. Merci Alban. Alors je vois qu'il est déjà midi. Je m'adresse à nos témoins. Je ne sais pas si vous avez quelques minutes de rab à nous accorder, si jamais voilà, certaines personnes avaient des questions. On pourrait peut-être prendre 5 minutes pour y répondre. Ce serait OK pour vous, Alban, Xavier, Yvan? Ouais, Séverine? Donc, est-ce que parmi vous, certains ou certaines ont des questions à poser? Profitez-en. On a quelques minutes de rab. Eh bien, on ne dirait pas. Ah, si, Xavier a une Peut-être pour question. rajouter deux petits sujets où effectivement, j'ai peut-être à tort éludé, mais nous, cette ambition d'approche RSO nous a permis de rapprocher quand même fortement le citoyen de l'institution. On a tout à l'heure, donc, comment dirais-je, chef d'entreprise dont j'ai oublié le prénom, je m'en excuse, donc évoqué le sujet du financement. Nous, on a des exemples, je trouve, très structurants de participation, en tout cas citoyenne, au financement de l'action publique, hein, donc à travers différents projets. Nous avons levé plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros d'épargne citoyenne pour des projets publics via la SIC et l'ERCOA. Ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Le sujet de la gouvernance, qui a été rapidement étudié aussi tout à l'heure, nous a permis aussi de développer un collectif de citoyens acteurs qui nous a permis l'ouverture de plusieurs 10 ou 15 bibliothèques quand même, hein, sur le territoire, donc par des bénévoles. Donc nous avons plus de 150 bénévoles acteurs. Donc voilà, de dire que la dynamique ou une ambition de RSO permet quand même de rapprocher donc, le citoyen donc, du territoire et également aussi les entreprises. Donc voilà, je pense que même si on en est qu'au balbutiement, ça laisse entrevoir des perspectives plutôt encourageantes. Merci. Merci beaucoup, Xavier. Est-ce que nous avons d'autres... Oui, Oui, pardon, je vais Séverine. peut-être répondre à une question qui a été posée dans le chat de Clarisse, je crois. L'habitabilité Oui. ne fait pas partie des éléments d'attractivité d'un territoire quand il n'est plus habitable, si on... vous m'entendez bien? Parce que j'ai un Oui, son. ça y est, ça y est. Il y a eu une coupure, mais c'est bon. Ouais, je suis désolée, j'ai été interrompue à plusieurs. Ce que je voulais dire à propos de la question de l'habitabilité et l'attractivité, c'est qu'on a eu Ah, dommage. beaucoup en démarche de compétition. Vous m'entendez pas? On a une coupe, ça coupe. Mais allez, essaye, on va voir si ça marche. Et je voulais juste dire que l'habitabilité, en fait, soutient les démarches de coopération. C'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Et que entre acteurs, c'est ça que je veux qu'il me semble retenir, qu'on essaie de pouvoir retenir sur ces démarches. Là. Désolée, je suis en milieu rural et avec tous les contraintes que ça peut avoir en numérique. Merci. Une dernière question éventuellement, si jamais... Alors, je ne vois pas de main levée, je ne vois pas de manifestation sur mon écran, donc je vous propose qu'on clôture ce webiscope. Est-ce que Séverine, tu veux rajouter quelque chose?
Juste dire que celles et ceux qui recherchent des ressources sur la RTE, il y a beaucoup de ressources en Nouvelle-Aquitaine. Si vous tapez, voilà, il y a beaucoup de ressources sur ces questions-là. Et il y a un programme de recherche-action qui est en cours. J'ai pas pu obtenir de renseignements sur les territoires, mais en tous les cas, il y a des choses qui se font et des référentiels qui peuvent être utilisés de nos voisins en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Ok. Sur la RTE. Merci beaucoup. Merci, merci à toi, Séverine. Merci à Alban. Merci à Xavier. Merci à Yvan pour vos témoignages éclairants. En tout cas, je l'espère. Merci à toutes les participantes et participants à ce Webiscope. Donc on pourra retrouver ce Webiscope en replay sur notre chaîne YouTube. Le prochain Webiscope programmé sera le 4 décembre sur la thématique de la robustesse, encore un thème intéressant à développer. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et une bonne fin de journée et à bientôt peut-être à travers un écran ou en vrai. Au revoir à toutes et à tous. Merci. Au revoir, merci. Alors.